Mami, es war wunderschön. 1000 Dinge möchte ich dir noch sagen. C'est que vous publiez le 7 novembre prochain aux éditions Blanches Dialogue désaccordé, une conversation par mail entre vous et Alain Soral. Oui. Soral, national-socialiste, suprématiste, révisionniste, antisémite. Parce que c'est un antisémite notoire et qu'il se déclare lui-même national-socialiste. Dans le livre, Alain Soral se dit national-socialiste. Il le revendique. Hein. Alors, c'est clair. Donc c'est clair. Parce que tu ne vas pas convaincre Soral, qui est un néo-nazi, de cesser de l'être, et tu ne vas pas convaincre, j'assume. Et il dit aussi, je suis national-socialiste. C'est vrai, c'est un nazi. National-socialiste, c'est nazi. Ça veut dire qu'il est nazi. Monsieur Alain Soral, qui a fréquenté Madame Le Pen, est national-socialiste. Il commence son livre en disant « Je suis national-socialiste ». Donc ça veut dire il se revendique comme étant nazi. Il a publié un livre où il dit ça. Liebling, wir müssen uns wiedersehen, es war ja so schön. Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Nous publions, nous, ce mois-ci, chez Contre-Culture, ce bouquin de Francis Delésy qui s'appelle « La Révolution européenne ». Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouquin d'économie qui est sur la même ligne que celui de Feder, mais c'est un bouquin d'économie pédagogique très très clair, très bien écrit, écrit par un Français de gauche, et de gauche inattaquable. Hein. On mettra son CV, il a même été... il a écrit ce bouquin en 1942, et qui est une apologie de l'économie nationale-socialiste allemande. Il y a 10 ans, Adolf Hitler prenait le pouvoir. L'œuvre gigantesque, trop peu connue en France, entreprise par le Reich. Premier but, enrayer le chômage qui sévissait dans l'industrie et qui s'élevait en 1932 à plus de 5 millions de sans-travail. En 10 années, ce chiffre effrayant a pu être ramené à 335 000. En septembre 1933 furent entrepris les travaux de construction des autostrades. Un réseau de 27 000 km était projeté. Chaque année, 1000 km étaient construits. On devine le nombre d'ouvrages d'art nécessaires afin de mener à bien un tel programme. Et c'est en ça que c'est une bombe, c'est une véritable bombe atomique. C'est ce type qui vient entièrement de la gauche ouvriériste inattaquable, publie en 1942, en pleine guerre, avec une prise de risque maximum, un bouquin qui est un bouquin de pédagogie économique pour dire en gros que non seulement l'Allemagne, après des tâtonnements, de façon empirique, par une synthèse, un mélange de nationalisme et de socialisme, donc d'économie nationale-socialiste, a trouvé tous les remèdes à la crise économique dont est responsable finalement à l'époque la City et Wall Street, c'est-à-dire pareil par cette logique de l'emprunt forcé, de la dette, etc. Et il dit que c'est parce que l'Allemagne a trouvé toutes les solutions, et qu'elle a échappé à la domination de la dette, et donc à la domination anglo-américaine, que l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire, l'Empire dont Cohn-Bendit est le soldat aujourd'hui, a décidé la mise à mort du régime hitlérien. Et vous voyez, c'est comment l'Allemagne a financé son redressement, donc il explique bien, en échappant à la City et à Wall Street, la notion de traite de travail, c'est-à-dire l'idée de étalon travail,
Hein, en disant bien que toute la richesse vient du travail et que le capital n'est que du travail mort, et qu'il faut toujours faire primer le travail sur le capital. Et je mets au défi quiconque lira ce livre de pouvoir le critiquer ou d'en dire du mal. En réalité, tous ceux qui tâtonnent en ce moment pour essayer de sortir du piège mortel de l'Union européenne, qui est le même piège que la logique du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, cherchent des solutions qui sont à la fois nationales et sociales. La vérité, c'est que la baisse du niveau de vie actuel ou à venir des populations a été organisée par nos gouvernants. Et très évidemment, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'à revenir à un protectionnisme d'échelle continentale pour protéger globalement les collectivités d'Europe, les salaires, permettre le redémarrage à la hausse des salaires. Pourquoi est-ce que le protectionnisme est impensable ? C'est-à-dire pourquoi on ne peut pas accepter de parler de l'évidence. C'est ça qui est fascinant. Une chose est sûre, c'est que être présent dans le capital de PSA, c'est un acte de patriotisme industriel. Et donc ça suppose que finalement l'État, qui intervient de multiples manières, il organise la résistance économique lorsque nous avons des défaillances d'entreprises, il remet de l'ordre dans le désordre, c'est le cas dans les télécoms, il investit là où nous avons à trouver des solutions pour garantir, protéger, défendre des intérêts industriels. La solution de demain à la crise actuelle, elle est dans ce livre, et qui en fait avait été toute trouvée par les économistes et les planificateurs nationaux socialistes allemands. Voilà. Enfin, toute une flotte était lancée pour permettre aux travailleurs de faire gratuitement des croisières. De 1934 à 1939, grâce à l'organisation appelée la Force par la Joie, 35 millions d'ouvriers ou de paysans purent visiter l'Allemagne et les pays étrangers. Années d'efforts sociaux. Les cités ouvrières grandissent et en 1938, 306 000 habitations étaient bâties. En pleine guerre, le Führer promulguait un décret stipulant que l'édification des habitations ouvrières ou agricoles était un des devoirs les plus nobles de l'État allemand. J'ai entendu vos diffamations, vos injures et vos menaces. J'attends vos arguments. Voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla